Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Aujourd'hui, on a le plaisir de tourner un épisode avec Olivier Denis Massé. Pourquoi cet épisode ? Parce qu'en fait, il y a quelques mois, je suis allé pour la première fois sur un parcours de golf. Et en parallèle, je découvrais un monde que je ne connaissais pas vraiment, avec une organisation particulière. Je joue dans un golf privé où j'ai des cours. À la fois pour les compétitions, il me faut une licence, donc il y a du public, du privé. J'arrivais pas vraiment à comprendre comment le golf était structuré en France et même à l'international. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé sur LinkedIn, j'ai cherché des gens de la fédération, j'ai écrit à Olivier et Olivier m'a répondu très rapidement et était ravi de prendre du temps avec moi pour échanger et me faire comprendre un petit peu les dessous d'une fédération, en l'occurrence celle de golf. Je vous dis à tout de suite dans ce nouvel épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Olivier Denis Massé, bonjour. Bonjour David. Alors moi je suis très content de faire cet épisode. Bon, je suis toujours content dès que je fais un nouvel épisode de toute façon. Pourquoi ? Parce que je suis un jeune pratiquant de golf, donc j'ai plein de questions à poser là-dessus. Mais ça sera pas que sur ce sujet, parce qu'aussi j'ai un peu regardé ton LinkedIn et manifestement tu as déjà une longue carrière et à mon avis plein d'anecdotes à nous raconter. Et donc ma première question, ça va être: est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Oui, avec plaisir David. Donc je m'appelle Olivier Denis Massé. Alors moi je suis un vieux golfeur. Je suis pas comme toi je démarre pas dans la carrière. J'ai commencé à jouer au golf. Je devais avoir 6-7 ans et je vais en avoir 60 dans quelques semaines maintenant. Donc tu vois, j'ai une longue carrière dans le golf et dans le sport. Alors j'ai une tradition de golf familiale parce que mon père jouait, mon grand-père jouait et tout, donc voilà, donc j'avais pas trop le choix, mais j'ai quand même fait plein d'autres sports et donc voilà, et je suis directeur délégué de la Fédération française de golf aujourd'hui. Je m'occupe de toute la communication, le marketing, le digital, les contenus, les médias et les licences. En fait, je parle de tout ce qui a trait au golf sans m'occuper du tout du sport, ni de la technique, ni de la détection, ni de tout ça. Voilà. Alors, on va revenir sur effectivement cette fédération, cette belle fédération de golf. Si tu peux nous détailler un petit peu ta carrière, c'est une carrière entièrement dans l'industrie du sport où où il y a eu des passages dans le sport, ça s'articule comment parce que j'imagine que quand on arrive sur ces 60 ans, on a quand même un petit bagage derrière. C'est quoi ton bagage du coup ? Alors mon bagage, en fait, j'ai fait des études de droit. Après, j'ai fait un 3e cycle de gestion dans une école de commerce. Et j'ai démarré dans une boîte qui faisait qui travaillait sur l'Asie et qui faisait qui montait des joint ventures pour des entreprises françaises qui voulaient s'installer sur l'Asie. Donc j'ai beaucoup bossé en Asie au tout début de ma carrière, et puis mais vraiment dans le juridique, dans une partie très consulting juridique. Et ensuite là-bas, je travaillais avec un gars qui était assez passionné de golf comme moi, et on a vu du matériel de golf japonais qui était pas du tout importé en France, et on a décidé de commencer à l'importer en France. Donc on a fait ça un peu le soir en dilettante pour s'amuser, puis ça a plutôt pas mal cartonné. C'est une marque qui s'appelait et qui s'appelle toujours Honma, donc qui est assez connue, qui a été rachetée depuis. Il y a eu une longue histoire sur la boîte, mais c'était donc les tout débuts de Honma en France, et donc j'ai commencé un peu à toucher un peu au golf déjà par passion. Et puis comme ça marchait pas mal, on a continué, on a décidé de le distribuer nous-mêmes. Ça a duré quelques années, puis après je me suis dit qu'il fallait que c'était bien, mais que c'était des micro-marchés quand même. Et c'est là que je suis rentré en fait chez Euro RSCG, et j'ai fait du marketing
toutes les branches du marketing, marketing relationnel, marketing direct, tout ce qui était un peu ce qu'on appelle below the line, c'est-à-dire c'est pas des campagnes de pub médias, mais tout ce qui était below the line. Et donc j'ai été pas mal pendant quelques années dans la communication, le marketing, et puis après la pub. Et après ce passage chez Euro RSCG, je me suis occupé aussi beaucoup d'incentive, je me suis occupé d'Euro RSCG Vitesse, qui est une agence de relations médias, plus incentive, et puis je suis rentré dans après chez Avasport, qui était une agence du groupe qui existe toujours et qui était spécialisée dans tout le marketing sportif et qui était un vrai blockbuster sur le marché. Et je suis allé là-bas comme directeur général adjoint. Et on avait des clients qui étaient Peugeot, Orange, Canal+, et la Fédération française de golf dans notre portefeuille de clients. J'y suis resté 7 ans. Je me suis occupé de pas mal de clients et puis d'animer un peu toutes les différentes expertises de l'agence, notamment toute une partie sur l'Afrique francophone, puisqu'on accompagnait d'abord Orange sur la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule en ce moment, qui est une super compétition de foot africaine au début et qui était pas très connue hors Afrique et qui maintenant l'est beaucoup. Et puis à travers tout ce que les contacts que j'ai pu avoir en Afrique, j'ai travaillé beaucoup sur les comités nationaux olympiques africains, l'organisation des Jeux olympiques africains, sur des grands événements sport en Afrique. C'était super intéressant, super passionnant. Je faisais pas mal de temps en Afrique et puis pas mal de temps en Europe, enfin surtout en France. Et j'avais toujours le golf un peu dans ma petite besace parce que c'est un sport que j'adore. Oui, ça fait 55 ans à peu près que je le pratique, sans jamais vraiment m'arrêter. J'ai pas eu de période, j'ai eu des périodes où je jouais un peu moins, mais des périodes de break. J'en ai jamais eu vraiment. Et puis je parlais beaucoup avec la fédération, avec Christophe Muniesa, avec Jean-Luc Charon, avec Pascal Grisot à l'époque. On les avait accompagnés sur la candidature de la Ryder Cup. La fameuse. Et puis à un moment il y avait c'était fin 2013 à peu près, il y avait donc la Ryder Cup qui arrivait, il y avait les Jeux Olympiques de Rio avec le golf qui revenait, il y avait Victor Dubuisson qui était en train d'exploser, on était post le titre des championnats du monde, il y avait donc Victor et Alexandre Lévy, il y avait toute une conjonction qui faisait que le golf ça frémissait pas mal. Et au cours de plein de discussions avec les élus et la direction de la Fédé, les conversations d'agence à clients, je leur dis mais faudrait qu'on vous organisiez comme ça, je vais vous faire un plan de travail, il faudrait que vous nous confiez un peu plus de missions parce que je faisais aussi mon rôle de patron d'agence en fait, et de patron de compte, notamment sur la Fédé de golf. Et puis de fil en aiguille, ils m'ont dit bah ouais, en fait tout ce que tu nous dis c'est super intéressant, t'as raison, le constat est bon, les remèdes sont bons, mais on va pas confier ça à une agence, il faut qu'on confie ça à quelqu'un qui le fasse de chez nous et qui coordonne un peu tout ça. Et donc finalement, tu t'es créé ton opportunité. Ouais, mais j'y pensais pas, hein. Ouais. Honnêtement, quand je leur disais ça, j'étais pas là en me disant ah putain faut que je rentre à la Fédé, c'est le rêve de ma vie. T'étais pas intéressé initialement, mais finalement Non, non. ça l'a plutôt été. Et c'est eux qui m'ont dit bah il faut qu'on confie à quelqu'un. Et je me dis juste faut que je trouve quelqu'un à mettre. Et au bout de 10 minutes, il dit non mais cherche pas. De toute façon le type on l'a quand même vachement identifié. Tu nous connais, tu connais le métier, tu joues bien au golf, tu as une vision qui correspond à ce qu'on veut, c'est la com, c'est au service du marketing, faut développer la pratique, faut développer les licences, faut développer les partenariats, tout ce qu'on fait, enfin voilà, tout ce que j'avais exprimé, et ils m'ont dit bah en fait ça le type idéal ça serait toi ou mais tu viendras jamais parce que tu as un super job chez Havas.
Et je leur ai dit, vous avez un plan B si c'est pas moi et tout. Ils me disent, non, non, on n'a pas de plan B, on a un plan A, mais c'est dommage, tu viendras jamais. Et voilà, j'y suis, et ça fait 6 ans que j'y suis. Et je suis super content parce que je suis arrivé avec une équipe top, avec des projets vachement sympas. Il y avait la Ryder Cup, comme je te dis, il y avait les Jeux Olympiques, il y avait des champions qui arrivaient, il y avait les filles qui pointaient leur nez, et puis voilà, plein de chantiers super intéressants. Donc voilà un peu l'historique de ma carrière et comment je suis arrivé là et où ça se passe super bien et je suis super content. Ça fait pas mal de sujets et ça fait pas mal de Et choses et ouais, je vais essayer de rester dans la chronologie. Si on reprend donc ta passion du golf, on l'a compris, elle est là depuis le début. On a une carrière dans le marketing, dans la com. On accompagne ensuite après des grandes marques dans leur stratégie de développement dans l'industrie du sport. Donc en fait, si je comprends bien, tu as une carrière qui allie pas mal d'opérationnel technique, donc faire du marketing. Donc j'imagine en plus dans les années 2000, etc. C'est pas le marketing d'aujourd'hui. Donc il y a pas mal non. d'opérationnel, pas mal de créativité, et à la fois c'est un poste, j'imagine, quand on est sur des gros événements comme ça, qui est assez lié à la politique. Et c'est aussi ce bagage maintenant qui t'aide dans ta position actuelle. Ouais, parce que en fait, quand j'ai raconté ça un peu à des copains ou en disant je vais aller bosser dans une fédé, les mecs, ah là 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 là, il y a toujours l'image de la fédé soit poussiéreuse, soit super politique. Euh, Moi, sur les grands événements, alors encore plus en Afrique, dans tout ce que j'ai pu faire en Afrique, les enjeux politiques et les implications politiques sont énormes. Donc c'est des notions que j'avais déjà et que j'ai pu intégrer assez rapidement et qui n'ont pas été des freins en fait. Ça m'a évité de faire pas mal de bêtises. Je pense d'avoir compris que en fait les véritables patrons d'une fédé ou d'un événement sont des gens qui sont des politiques et qui sont élus. Donc ils sont super légitimes parce qu'ils sont élus par rapport à quelqu'un qui est un salarié, un permanent en fait, donc qui est payé pour faire à la limite son boulot, ce qu'on lui demande. Alors, avoir des idées pour certains, ne pas en avoir, exécuter, faire de l'opérationnel et tout. Mais je pense que aussi ça m'a aidé pour faire passer mes idées ou les imposer et avoir en fait une construction logique dans ce que je vais essayer de dire et d'expliquer en fait pourquoi en fait je vais faire ou je préconise de faire telle action, quels vont être les résultats qui sont les résultats attendus et quels vont être les bénéfices pour l'institution aussi. Il faut avoir à l'esprit que quand on bosse pour une institution, alors que ça soit une fédé ou un gouvernement dans un pays étranger, c'est super important d'intégrer en fait ces notions-là. Euh, donc ça m'a pas pesé en fait d'arriver à la Fédé et de découvrir des élus, des commissions, des avis divergents, des gens qui font de l'ego marketing, c'est-à-dire qui pensent à pas forcément à eux, mais à leur univers clos et dire bah moi chez moi ça se passe comme ça, donc voilà ce qu'il faut faire, mais pas forcément une vision très macro par rapport à ça. Mais ça n'a pas été un frein pour moi. D'accord. Et c'est marrant parce que du coup, tu dis que on va dire la présidence est élue, mais donc finalement c'est un peu comme en politique classique, le citoyen est la cible. Finalement, vous, c'est le licencié ou le futur licencié. Si Ouais, je vais prendre mon exemple personnel, je suis trentenaire, je viens de me mettre au golf. Pourquoi? Parce que il y a de plus en plus d'offres accessibles qui viennent du monde privé. À la fois, on a une compétition en France qui a permis de faire rayonner le golf sur le territoire. C'est la Ryder Cup il y a quelques années. Euh, Si on reprend du coup un peu cette historique depuis ton arrivée à la Fédé, dans quel état tu prends la Fédé à l'époque et dans quel état elle est aujourd'hui?
Alors, on va pas parler d'État parce que ça, j'ai pas la prétention d'avoir révolutionné ou d'avoir modifié un peu la Fédé. Je pense que il y a eu une volonté. La Fédé, elle a connu en fait des phases de croissance à peu près continues depuis les années 80. J'y étais pas, hein, donc. Mais il y a eu un peu un boom du golf dans des années 80-90 avec la construction de beaucoup de parcours, avec des nouveaux golfeurs, avec une image qui n'était pas forcément toujours bonne, mais une sorte de popularisation plus que de démocratisation du golf qui s'est faite. Et puis post 90, en fait, ça s'est un peu stagné parce que il y avait beaucoup d'équipements et peut-être un peu moins de golfeurs pour aller dessus, donc il a fallu que tout ça se stabilise. Il y a eu une mutation qui s'est faite entre des golfs qui étaient principalement des golfs historiques et associatifs, et puis ces nouveaux golfs qui sont arrivés, qui étaient des golfs commerciaux, qui se sont un peu regroupés. Il y a des chaînes qui se sont créées, Blue Green, YouGolf, Open Golf Club, qui ont repris de la gestion. Donc, il y a eu une modification un peu du tissu des clubs en France, où avant on avait que des clubs associatifs, et donc l'objectif d'un club associatif, c'est le bien des membres, c'est pas faire de l'argent puisque ce sont des associations à but non lucratif. Donc il y a des membres, tout le monde, les membres donc sont membres de l'association et donc pas forcément propriétaires du terrain, mais dirigeants de fait puisqu'ils élisent un bureau directeur et un président, mais qui est censé les représenter. Donc, et ça, c'est le golf associatif, c'est le bien des membres. Et puis, des golfs commerciaux derrière, qui sont en fait beaucoup plus des golfs qui sont pour donc avoir des clients, des abonnés, et qui sont faits pour gagner de l'argent et rapporter de l'argent au propriétaire, qui peut être un privé ou une communauté d'agglo, ou une commune, ou une chaîne, ou quoi que ce soit. Donc, Et comment on compose là-dedans, justement? Comment on compose en tant que fédération? Parce que finalement, on a tout un spectre de joueurs non licenciés fédération, mais qui sont finalement pratiquants. Ouais, alors je vais y venir, mais à l'époque on a donc un peu cette dualité-là, et historiquement la fédération elle est très liée au golf associatif. Et c'est une émanation un peu des golfs associatifs, puisque les électeurs qui sont les grands électeurs du président et du comité directeur de la Fédé sont en fait les présidents des associations sportives. Et c'est pas les propriétaires des golfs ou les chaînes de golf qui votent à la fédération, c'est statutaire, c'est les présidents des associations sportives. Même dans un grand golf commercial, c'est le président de l'association sportive qui vote. Alors, on avait effectivement des mondes qui étaient des mondes un petit peu parallèles, qui se côtoyaient parce qu'il y avait des intérêts communs, bien entendu, mais qui n'étaient pas forcément toujours en phase. Et au niveau de la fédération, donc c'était assez ancré. Et puis il y a eu une volonté qui était une volonté à la fois de Jean-Loup Charon, qui était président à l'époque, de Christophe Unieza, qui est directeur général, et de Pascal Grisot, qui était vice-président en charge de la Ryder Cup, de un peu moderniser tout ça et d'industrialiser en fait la fédération, et de passer d'un mode qui était un mode gestionnaire associatif à un mode qui était un mode un peu plus industriel et commercial. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu cette volonté aussi d'aller chercher, ne serait-ce que pour un directeur financier qui sortait de cabinet d'audit, et pas un compte. J'ai rien contre le mec d'avant, je le connaissais pas, mais pas un comptable qui faisait la direction financière. Donc quelqu'un qui avait une formation d'audit. Au Golf National, ils sont allés chercher un Anglais, Paul Armitage, qui avait une expérience qui était une expérience beaucoup plus commerciale et internationale. Ils sont venus me chercher moi pour la communication et le marketing. Et tout ça, c'était un peu siloté en fait, et notamment mon service, la communication et le marketing.
où il y avait la com qui faisait la com, il y avait le marketing qui faisait du servicing de partenaires et de la recherche de partenaires, des petites équipes. Il y avait un pôle licence qui gérait les relances des licences et puis l'expédition et l'édition et tout. Il y avait un pôle, le site web, il était géré par la DSI avec un gars qui abreuvait un peu des contenus comme ça avec un ou deux pigistes qui traînaient et tout. Et moi, en fait, quand je suis, et c'était un peu le thème de mes réflexions en amont d'arriver là, c'était de leur dire, en fait, tout ça, ça doit être un peu coordonné, il doit y avoir un peu plus de porosité et de faire péter un peu ces silos-là. C'est toute la com, elle doit être justement, comme tu le disais, au service d'aller chercher des golfeurs, des nouveaux golfeurs et de rendre ces nouveaux golfeurs licenciés, de parler plus avec tous les golfs et de les considérer tous comme un réseau de distribution, que tout le marketing partenaire, il doit être lié aussi au marketing licence, parce que derrière, les partenaires, ils viennent plus chercher un logo sur les cartes de score, mais ils viennent chercher des actions qui sont des actions de marketing qui peuvent être poussées vers les licenciés et tout. Et donc, en fait, moi, le début de mon job ici, ça a été un peu de coordonner tout ça, de faire en sorte que les gens travaillent pas forcément plus ensemble, mais travaillent avec des objectifs qui étaient des objectifs communs, qui étaient des objectifs un peu plus hauts que les objectifs qu'ils pouvaient avoir au niveau de leur petite cellule. Donc en fait, j'ai ne serait-ce que regroupé physiquement tout le monde sur le même étage, fait des réunions de pôle où chacun racontait un peu sa vie, et ça a généré beaucoup de choses, parce que bah tiens, tu fais ça, ben ça pourrait me servir, tu devrais faire ça, bah oui, comme ça moi j'arriverai plus vite là et tout. Et après alors j'ai embauché des personnes pour, il y en a qui sont partis parce que ils adhéraient pas forcément au truc, ou ils voulaient faire autre chose. Et puis après, j'ai créé un peu une division digitale que j'ai sortie en fait de la DSI, puisque le digital, le site web, il était géré par nos informaticiens. Et je leur ai dit que en fait la DSI c'est une fonction de support, et que en fait tout ce qu'on fait en digital, en production de contenu, en applicatif et tout, ça doit être géré par le marketing plus que par la techno. Donc voilà un peu les grandes orientations que j'ai mises en place et qui aujourd'hui fonctionnent, mais qui doivent évoluer aussi, parce que ça fait 7 ans que je suis à la Fédé, et il y a plein d'évolutions qui se passent, ça évolue super vite, donc enfin, on va pas rentrer dans les détails, peut-être pas tout de suite, mais les data, c'est devenu au cœur de toutes nos stratégies. Donc, faut peut-être qu'on les exploite un peu mieux, qu'on ait des vrais data scientists chez nous, que on colle encore plus de porosité entre le digital et qui doit être vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. Mais c'est pas qu'un univers applicatif, c'est vraiment en fait tout ce qu'on met à disposition des clubs et des licenciés. Il y a plusieurs sujets sur lesquels j'aimerais revenir. Tu as parlé de contenu, de digital. Pour moi, c'est assez marrant, c'est que je vois le golf comme un sport plutôt d'anciens, entre guillemets. Pourtant, on voit une population qui se rajeunit énormément. Ouais. Est-ce que du coup, vous créez tous ces contenus et vous avez une stratégie de contenu et une stratégie autour du digital du fait de cette population qui est de plus en plus jeune, ou c'est plutôt l'inverse, c'est vous avez créé tous ces contenus pour attirer cette population et là, vous commencez à en voir les résultats? Ouais, c'est un peu un mix des deux. En fait, on a commencé, si on reprend la jeunesse, il y avait un site qui était un site super institutionnel avant, où tu avais en fait le vadémécum des clubs, les inscriptions, toutes les compétitions fédérales et tout, et un peu d'infos qui étaient gérées par un gars qui bossait comme un malade, qui bossait super bien. Le mec, il faisait ses sujets lui-même. Il devait bosser 600 jours par an, je sais pas comment il faisait. Il était partout, il filmait des trucs, il faisait des petits bouts, et on produisait ça. Et quand je suis arrivé, en fait, je me suis dit que le site,
au-delà d'un outil marketing qui peut générer des revenus parce que fallait qu'on crée une régie sur le site ou qu'on la développe un peu plus. Je me suis dit il devait en fait être un hub de contenu et que ces contenus devaient repartir de façon un peu liquide, un peu dans différents médias. Donc on a commencé petit à petit parce que on est une petite fédé, alors on est grand chez les petits ou petit chez les grands, mais fédé de tennis, ils ont 10 fois notre budget. Donc voilà. Et moi je suis arrivé, donc j'ai dit bah voilà, en fait notre site web, il faut que aujourd'hui on enrichisse la production de contenu en restant bien entendu dans les limites de notre rôle. Hein. On est de la fédération, donc on va pas parler du golf aux États-Unis, du développement du golf en Asie, mais on parle du golf français. Donc on a élargi un peu notre production avec des pigistes sur le golf amateur, le golf de haut niveau, le tourisme, un peu de matos, un peu d'enseignement et tout. Et on a commencé à construire un peu ça et à construire en fait derrière en utilisant les réseaux sociaux existants, mais surtout aussi à travers nos outils à nous, donc notre site, une newsletter, des newsletters dédiés, des emailing spécifiques et tout, et à diffuser de plus en plus nos contenus. Et effectivement, en fait, on se rend compte que ça fonctionne parce que là, on a des contenus qui sont réservés à nos licenciés, on a des avantages, tout, et donc avant, la licence de l'année d'avant était valable jusqu'au 31 mars. Là, on la clôture au 31 janvier. On écrit aux gens en disant tu as pu avoir accès à tes certains avantages et à certains contenus. On a dans les 3 derniers jours, on vend, je sais plus, 30 000 licences. Donc les gens en fait sont à l'affût de ces contenus. Après, il faut encore qu'on rajeunisse encore plus. Donc aujourd'hui, on fait des contenus business LinkedIn, enfin, un peu de Twitter, pas mal d'Insta, des stories, des Reels. Et tout, du Facebook, et on se dit en fait on a encore une population un peu plus jeune, donc là on démarre TikTok, on construit, enfin on produit des contenus spécifiques TikTok, donc avec une équipe pour aller chercher une clientèle un peu plus jeune, avec des ambassadeurs un peu plus jeunes qui vont porter ça, donc on essaye d'élargir de plus en plus notre cible et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais c'est aussi un peu dans l'air du temps. On a rajeuni. Toi, tu dis que t'es trentenaire, mais je pense que t'es pile dans la cible des nouveaux golfeurs pour qui la crise sanitaire a généré un peu des réflexions ou a accentué des aspirations, de plein air, de sport avec des copains, de sport loisirs plein air, pas forcément compétitif. Et on se rend compte que une grande partie des nouveaux golfeurs qu'on a attirés, tout du moins ceux qu'on a eu en plus, sont beaucoup plus jeunes que le type de 55 ans, 60 ans qui se met au golf quand il a arrêté tous ses autres sports. C'est vrai ce que tu dis et c'est un peu ce qui s'est passé. Tu as utilisé un mot Ouais. intéressant, tu as utilisé le fait d'avoir des ambassadeurs. Ouais. J'ai 2 questions par rapport à ça. C'est quel est le lien avec les joueurs professionnels français pour vous aider justement à amplifier la voix de la Fédé sur le territoire? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, j'aimerais aussi parler un tout petit peu de l'international. Mais je te pose cette question après. Ça sera un autre sujet peut-être. Alors les joueurs professionnels français, il y a le golf, c'est encore, alors même si le statut amateur est en train de bouger là, mais il y a quand même une véritable rupture en fait qui se fait entre un joueur ou une joueuse qui est amateur et qui passe pro. Donc la Fédé, on joue notre rôle de détection, d'enseignement, de formation, avec l'objectif justement de créer des champions et qui vont aller plus haut dans les classements mondiaux, gagner des gros tournois et gagner des grands chelems.
C'est vraiment l'objectif qu'on a, et c'est un objectif d'excellence que la mandature actuelle, sous l'impulsion de Pascal Grisot, a à cœur en créant des centres de performance ou en regroupant des centres de performance qui étaient un peu disséminés partout, maintenant sur place au Golf National et à Terre Blanche, avec des athlètes qui forment un squad mais très élitiste. Donc une fois que le joueur passe pro, en fait, la Fédé l'accompagne un petit peu, mais c'est un sport individuel, le golf. Donc, en général, il a sa propre structure d'entraîneurs qui sont assez régulièrement des entraîneurs fédéraux, donc qu'on continue à mettre à disposition des joueurs pros et tout. Donc ça, c'est pas un problème. Mais derrière, c'est eux qui créent leur team avec leur cadet, leur agent, leur kiné, leur physiologiste, leur On est sur quelque chose de très similaire au tennis. Pour reprendre la comparaison que tu avais tout à l'heure sur le butée, c'est très similaire. C'est très similaire. Donc, en fait, on a des liens avec eux qui sont les liens quand on les a bien aidés, donc ils sont reconnaissants et nous aident. Mais comme au tennis, mais il y a une dimension fondamentale, une différence fondamentale avec le tennis. Et je vais y revenir. Comme au tennis, en fait, c'est des gars, ils jouent un tournoi à Dubaï, un tournoi à Oman, un tournoi à je sais pas où, au Portugal, des tournois en Afrique du Sud. Donc ils sont pas souvent en France. Et quand ils sont pas en tournoi, comme les joueurs de tennis, soit c'est des périodes de break, soit c'est des périodes d'entraînement physique. Et ça, ils le font en fait avec leur propre structure chez eux. Ils viennent pas, même s'ils viennent de temps en temps au Golf National, ils disent j'ai besoin d'aller 2 jours au Golf National pour profiter des installations, de tous les outils de mesure, les Trackman, tous SamputLab, tous ces trucs-là. Mais c'est des structures qui sont des structures individuelles et ils gèrent leur calendrier. Et la différence fondamentale avec le tennis, c'est que nous, on n'a pas d'équipe de France. En plus. On n'a ni un grand chelem en France, où on peut justement créer un peu ce côté label France avec les wildcards et tout. Donc nous, on a un Open de France, mais qui est assez normé. Donc on a des invitations pour inviter des joueurs, mais c'est 4 jours dans l'année. Et on n'a pas d'équipe de France qui joue la Coupe Davis, même s'il y a une nouvelle formule de Coupe Davis ou la Fed Cup, avec des rendez-vous, 3, 4 rendez-vous réguliers dans l'année. Ouais. Nous, on a depuis 2016 un rendez-vous, qui sont les Jeux Olympiques. Donc, en fait, il y a eu Rio, Tokyo, où on a 2 joueurs et 2 joueuses. Et c'est un tournoi dans leur calendrier annuel. Donc en fait, on a un lien qui est un lien historique et un lien presque de filiation. Et puis Pascal Grisot les appelle régulièrement. Il garde ce lien avec eux, donc on peut les solliciter. Mais Céline Boutier, par exemple, elle vit aux États-Unis. Elle joue sur le LPGA. C'est compliqué de lui dire tiens, passe à la Fédé et viens faire un peu de pour les jeunes, parce qu'elle vient en France pour l'Évian et pour le Lacoste Ladies Open de France. Pauline Roussin-Bouchard, elle est étudiante aux États-Unis, donc et elle est sur le LPGA. Donc en fait, on a du mal à les exploiter, les pros, parce que ils ont un calendrier qui est démentiel, ils ont leur vie et tout. Mais on s'entend bien avec eux globalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut exploiter dans ce cas-là, parce que c'est vrai que ce qui donne le plus de visibilité, c'est les joueurs qui ont des grosses performances. Est-ce que du coup vous avez d'autres cibles? Est-ce que vous avez des liens avec les partenaires privés? Donc on a cité tout à l'heure YouGolf, Blue Green par exemple. Et comment vous arrivez à générer de l'attraction? Alors les partenaires privés, on bosse vachement avec eux. Blue Green, YouGolf, c'est aujourd'hui des véritables partenaires, comme tu disais. La crise sanitaire, ça nous a encore plus rapprochés, parce que le 15 mars 2020, donc tout a fermé, tout le monde s'est retrouvé chez soi. Nous, on était à la Fédé, le Comex, puis on a dit bah voilà, on va rentrer chez nous, on va aller se confiner. Et puis
le 15 mars au soir, Pascal Grisot m'a appelé en me disant bon alors faut continuer à parler aux licenciés, faut garder le lien et tout. J'ai dit écoute, ça tombe bien, on avait prévu de faire ça, mais on va tout concentrer en ce moment. Donc on a gardé un lien fort avec les licenciés. On a mis 2 jours à mettre tout en place, et puis au bout de 2 jours, il a dit bon maintenant faut que les golfs réouvrent parce que c'est un sport de plein air, parce que voilà. Donc on a bossé comme des malades pour créer des protocoles et tout. Et ça on l'a fait avec la filière. Alors, on l'a fait avec le golf, on l'a fait avec Blue Green, on l'a fait avec le GEGF, on l'a fait avec le GFGA, on l'a fait avec l'association des directeurs, donc, on l'a fait avec les Greenkeepers. Et en fait, comme ça a été rempli de succès, puisqu'on a réouvert le 10 mai, et que les 2 autres confinements nous ont nettement moins affectés, puisque la pratique a pu continuer, même avec des clubhouses fermés, pas de pratique compétitive et tout, mais à chaque fois, c'est un sport qui a pu redémarrer très très vite, et tout du moins la pratique pour les golfeurs. Donc le rôle de la Fédé, qui a été à la fois fédération sportive, mais qui est devenue fédération syndicale, fédération patronale pendant cette période-là, en fait, a renforcé encore nos liens, et on se parle tout le temps. Voilà, hier, j'ai passé 1 heure avec les gens de Blue Green sur justement, on a fait une étude sur qui sont les golfeurs, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils recherchent et tout. Donc quand on fait l'étude, on la partage avec tous les gens de la filière, et là c'est sur justement les opérations un peu découvertes qu'ils vont mettre en place eux, Blue Green, mais je fais la même chose avec YouGolf, je fais la même chose avec tout le monde, donc on a des liens très très forts avec eux. Mais eux c'est pareil, ils ont pas forcément ils aident des pros dans leur club, mais c'est pas eux les gros partenaires des clubs, des pros. Et alors, si le sujet était qu'est-ce que cherche le golfeur, il cherche quoi le golfeur aujourd'hui? Je vois que vous avez lancé notamment une application qui s'appelle Caddy, si je dis pas de bêtises. Il cherche quoi le golfeur d'aujourd'hui auprès de sa fédération, auprès de son club, de son association? Alors le golfeur aujourd'hui, les aspirations elles sont variées, parce qu'il y a quand même 437 000 licenciés. Toutes les études qu'on a pu faire, et on les a fait cette année, qui sont des études qu'on a fait sur le départ du 1 et sur des parkings de golf, donc en demandant aux gens de jouer au golf. A priori oui, puisque vous étiez au départ du 1, mais est-ce que vous avez votre licence? Oui, non. Et tout montre que, en fait, grosso modo, on doit avoir 80 000 golfeurs qui jouent sans licence au golf, qui sont des golfeurs réguliers. Donc on a un potentiel, je pense, de 540 à 550 000 golfeurs aujourd'hui qui sont des golfeurs réguliers. Ils viennent chercher plein de choses. Il y en a qui cherchent effectivement, qui sont des golfeurs traditionnels, qui cherchent la compétition, les 18 trous et tout. Et en fait, toute la nouvelle génération de golfeurs, elle cherche de la détente, du loisir, du plein air, de la nature, une activité sportive de plein air, mais qui peut se pratiquer en famille, qui est multigénération. Il y a un truc qui est important. On joue au golf. Alors, on joue au foot, on joue au tennis, on joue au rugby et tout. Mais le côté jeu, en fait, il est super important par rapport à d'autres sports où on fait de l'athlétisme, on fait de la natation, on fait du judo et tout. Et ça, c'est des sports qui sont exclusivement basés sur la performance. C'est-à-dire que tu fais du judo pour peut-être être en bonne santé et tout, mais il y a un combat. Donc il faut que tu battes l'autre. Si tu fais du judo, tu perds à chaque fois, ou si tu fais de la boxe, tu perds à chaque fois, parce que tu prends des pains et tout, tu te fais démonter. Ça va, mais tu vas passer à autre chose. Le côté jeu, dans le golf et dans tous les sports où on joue, il est fondamental. Et même au foot, avec toutes les dérives, les gars, même quand ils gagnent des fortunes, ils aiment leur sport, et ils aiment jouer à sport. Ils aiment se faire mal pour le faire, ils aiment la performance physique à haut niveau, mais ils aiment la notion de jeu. Et je pense que dans le golf, en fait, cette notion de jeu, de loisir, elle est super importante. Et c'est ce que cherchent aujourd'hui, en fait, beaucoup de golfeurs.
Alors c'est effectivement un sport santé parce que nous on martèle que l'espérance de vie en bonne santé elle augmente de 5 ans et ça c'est des études même pas françaises mais suédoises et britanniques qui montrent qu'un joueur de golf il va pas forcément vivre 5 ans de plus qu'un non-joueur de golf, mais il va vivre 5 ans sans gros problèmes de santé cardiovasculaire ou voilà. Donc c'est la pratique physique, elle est importante, la santé elle est importante, la famille c'est important, le loisir c'est important, le bel endroit c'est important, c'est sympa d'aller jouer, je sais pas, à Etretat, de voir les falaises, à Dinard, sur la côte basque, à la montagne, à Chamonix. En Sologne, partout dans toute la France, en fait, les golfs ils sont jamais dans des endroits qui sont des endroits honnêtement pas très, des environnements pas très jolis. C'est vert, c'est joli. On fait beaucoup de transition écologique, donc ça devient un sport avait une image de pollueur et qui aujourd'hui l'image c'est un des sports où la transition écologique elle est le plus la plus engagée parce que on travaille sur la biodiversité, sur la réduction de l'eau, sur l'interdiction des phytosanitaires et tout. Donc voilà, ce mélange d'atouts fait que ça devient super attractif. Et on a fait une campagne de com à la fin il y a 1 an maintenant, qui s'appelle Le golf c'est pour la vie, avec un claim Le golf c'est pour la vie, et qui exprime beaucoup de choses. C'est pour la vie, la fête, la convivialité, la nature, le plein air, les petits oiseaux, voilà. Donc il y a plein d'atouts, mais le côté compétitif en fait aujourd'hui, alors ça continue, hein, il y a toujours des joueurs qui font ça et heureusement, mais c'est pas forcément je viens pas au golf pour faire de la compétition. On vient chercher un moment, une convivialité, Ouais, effectivement, ouais. ça fait partie des éléments. Dans cette attractivité, on a beaucoup parlé de pratique. On a un peu moins parlé aussi du contenu et de comment on le consomme. On a vachement plus parlé du sport, vraiment en tant que pratique. Alors qu'il y a des sports, finalement, on va peut-être plus le regarder à la télé que le jouer. C'est une différence que vous avez, j'ai l'impression, au golf. Et pourtant, du contenu golf, il y en a beaucoup à la télévision, il y en a beaucoup sur Canal notamment, mais pas que. Euh, Quelle est la stratégie aussi de la Fédé par rapport à tous ces contenus? Donc j'imagine il y a le PGA qui trust un peu tous les gros événements, etc. Vous aussi, vous avez une stratégie en parallèle de création de contenu et aussi d'attrait de personnes qui vont pas forcément les jouer, mais plutôt le regarder. Alors nous on est détenteurs d'aucun droit. D'accord. C'est-à-dire que en fait il y a principalement 4 gros détenteurs de droits, enfin 4 et 4. Il y a le PGA Tour, donc qui sont les tournois du circuit américain, et donc c'est une entité qui vend les droits du PGA Tour. Il y a l'European Tour, enfin DP World Tour maintenant, qui vend les tournois du circuit européen. Il y a l'Asian Tour qui vend les tournois du circuit asiatique, mais qui sont un peu moins. Et puis il y a les circuits satellites à chaque fois dans dans tout ce que j'ai dit là. Et il y a le LPGA, le Ladies PGA Tour, et le LET. Et puis derrière, il y a les 4 tournois du Grand Chelem. Les 4 tournois du Grand Chelem, c'est 4 entités qui sont des entités complètement indépendantes et qui ne dépendent pas en fait des circuits mondiaux dont j'ai parlé. The Open, l'Open britannique, ça appartient au Royal et Ancien de St Andrews. Ça n'a rien à voir avec l'European Tour, et l'European Tour, c'est pas eux qui produisent, c'est pas eux qui organisent, c'est pas eux qui vendent les droits. Le Masters, c'est le Masters. Basta. Ça appartient au Masters, ça appartient à personne d'autre, et c'est eux qui commercialisent et qui vendent leurs droits. L'US Open, c'est le tournoi de la Fédé américaine, et en fait, ils organisent tout le tournoi, les tournois amateurs aux États-Unis, et un tournoi pro, qui est l'US Open, même s'ils font aussi les filles derrière. Et il y a que l'USPGA qui est aussi géré par le PGA Tour. Et chacune de ces entités-là, en fait, vend des droits et commercialise des droits comme dans le tennis, de la même façon. Et c'est Canal, aujourd'hui,
qui a acheté en fait tous les droits des 4 majeurs, de la Ryder Cup tous les 2 ans, de l'European Tour, du PGA Tour. L'Asian Tour, il n'est pas diffusé en France, et le LPGA, il est diffusé sur Golf Channel, qui est une chaîne de Discovery Media One. Alors c'est à la fois bien pour ces chaînes, mais c'est réducteur en termes d'audience, puisque ce sont des chaînes qui sont des chaînes payantes, principalement Golf Plus. Donc il n'y a pas d'exposition de golf de haut niveau sur gratuite. Et on sait que la diffusion de golf, ou d'un sport sur des chaînes gratos, ça donne beaucoup d'audience et ça suscite des vocations. Le tennis avec Roland Garros, parce que le Roland Garros c'est protégé, c'est un grand événement, ça fait partie des 24 grands événements qui doivent être diffusés sur des chaînes gratuites, comme la finale de la Champions League, comme la Coupe de France, comme le Tour de France, c'est le tournoi destination, ça doit être diffusé sur des chaînes gratuites. Le golf, c'est diffusé sur des chaînes à péage. Donc, on n'a pas tout à fait les chiffres du nombre d'abonnés chez Canal, mais on sait à peu près les audiences et on sait que, grosso modo, on a, 50 000 personnes qui regardent du golf avec une moyenne de visualisation qui est 6 ou 7 heures par jour. C'est-à-dire, je crois que le dimanche, les gens qui regardent Golf Plus, ils se font le PGA Tour, l'European Tour dans la foulée, même s'ils sont pas scotchés devant leur télé, mais ils regardent ça. Donc ils sont assez accros. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait en fait derrière? On dit, en fait, il faudrait qu'on diffuse un peu et que on a des canaux puisqu'on a 450 000 licenciés. Quand on fait des petites vidéos marrantes, on se dit on arrive à faire quand même 200 000 vues, donc c'est plutôt pas mal. Donc, on essaye de produire, nous, des événements. Donc, on produit la Golfers et la Gounouillou, le championnat de France des jeunes. Golfers Gounouillou, c'est la première division des interclubs. Donc, c'est ce qui se fait de mieux au niveau amateur club. On commence à produire un peu, parce qu'aujourd'hui, les coûts de production sont moindres. Et puis, on négocie aussi en parallèle avec Golf Plus, Canal, et avec Media One, Golf Channel, pour en fait récupérer des tournois qui ne diffusent pas parce que ça vient en frontal avec leur chaîne. Et l'année dernière, on a fait l'US PGA Senior, donc avec un super plateau qu'on a diffusé chez nous sur notre site. On a récupéré les séances de practice au Masters. C'était super sympa parce qu'en fait on voit tous les joueurs avec les qui viennent taper des balles et avec des analyses techniques qui sont intéressantes. Et puis tout ça, cette année là, on se dit qu'aujourd'hui c'est un peu en filaire. On est en train de créer une sorte de plateforme OTT, mais c'est plus une plateforme où on va indexer et ranger tous nos contenus qui seront accessibles à nos licenciés par vertical, par contenu et non plus au fil de nos publications. Donc ça permettra beaucoup de replay, ça permettra de consommer tout ce qu'on produit quand on veut, avec des thématiques qu'on pourra choisir, et puis on va mettre un peu plus de live aussi, justement pour essayer de donner un peu plus de visibilité à notre sport. Mais c'est un peu le problème de tous les sports qui sont diffusés sur des chaînes à péage. C'est leur modèle économique, parce qu'ils gagnent de l'argent en vendant des droits chers. Les chaînes qui achètent ces droits chers, pour les rentabiliser, il faut qu'elles fassent payer des abonnements, mais ça écarte le grand public de cette visibilité. Et c'est ma question du coup un petit peu plus vicieuse là-dessus, et c'est où je voulais en venir. C'est à partir du moment où vous n'avez pas vraiment de droit, c'est quoi le modèle économique de la fédération? Comment vous vous rémunérez? Alors, on vend 437 000 licences par an. Ouais. Donc ça, c'est notre principale source de revenus.
à 72% à peu près. Après, on a des partenaires qui sont des partenaires fidèles et qu'on remercie, qui nous aident beaucoup avec du cash, des échanges de marchandises, et en échange, on leur donne donc accès à beaucoup de choses, au-delà de la visibilité, mais à des actions de marketing. On a donc des partenaires, le partenaire majeur, c'est Rolex, HSBC, BMW, mais derrière on a Sisley, Ping, Hertz, notre assureur, Areas et AIAC. Enfin donc on a un pool de partenaires qui viennent compléter ce budget-là. Le reste, c'est des redevances clubs, mais c'est microscopique. C'est les 750 clubs pour être affiliés à la fédération. Ils payent des services aussi, qui sont de l'assistance juridique, des logiciels qu'on développe pour eux. D'accord. Et puis on a quelques subventions des pouvoirs publics qui se réduisent comme dans tous les sports, parce que la volonté, c'est que le sport, il doit être financé par le privé, et c'est tout à fait compréhensible. Voilà, mais notre modèle, par rapport, et c'est pour ça que le tennis, alors j'ai pas forcément les bons chiffres, mais le tennis, la fédé de tennis, ils ont Roland Garros dans leur portefeuille. Quand t'as Roland Garros dans ton portefeuille, où tu vends des droits marketing à des partenaires qui viennent, alors je sais pas, Peugeot, BNP, Lacoste, j'ai oublié Lacoste dans nos partenaires tout à l'heure, alors que c'est un de nos partenaires les plus fidèles et les plus généreux avec nous, c'est pas bien. Tu l'as dit quand même quand tu as parlé du tournoi des tournoi féminin, je crois, donc ça va. Ouais. Non, mais quand je citais il y a 2 minutes nos partenaires, je disais HSBC, Rolex, BMW, Sisley, Ayak, Arias, j'ai oublié Lacoste, c'est pas bien. Mais ils m'en voudront pas. Mais donc voilà, donc le tennis, et puis derrière ils vendent des droits télé sur Roland Garros. Et les droits télé, c'est 80% de la marge de la fédé de tennis. Voilà, nous on a un budget avec le golf national d'une 30aine de millions d'euros. Eux, ils sont à, je sais pas quoi, 10 fois plus, ouais, à peu près 300, dont 80 millions d'euros qui proviennent de Roland Garros. Donc ils peuvent financer beaucoup plus de choses que nous. Si on continue, on a parlé de Rio 2016, Tokyo, il y a Paris 2024 qui arrive. Si on prend 2024 comme cible, et même un peu plus loin après si on veut, c'est quoi les ambitions de la Fédé sur les prochaines années? Alors on en a pas mal. On a des ambitions sportives qui sont des ambitions super fortes. Parce que comme je dis, on a mis en place en fait une politique sportive très basée sur l'excellence et élitiste, donc avec centre de performance au golf national et à Terre Blanche, avec une détection, avec des véritables critères de sélection pour rentrer dans ces centres. C'est-à-dire c'est pas que des aptitudes de jeu, mais c'est aussi des aptitudes physiques et puis des aptitudes mentales et une volonté en fait de pouvoir accéder au haut niveau. Je pense que tous les grands champions, ils ont une volonté qui est phénoménale. Enfin, le plus bel exemple en ce moment, c'est Nadal, qui blessé, 35 ans, le mec il a encore envie de gagner. Tiger Woods, c'est pareil, quand il revient, qu'il gagne le Masters. Enfin, c'est des mecs qui ont tout gagné et qui ont encore envie et encore cette soif-là. Eh ben, il y en a pas beaucoup, donc faut que nos jeunes en fait ils aient ça entre eux, qu'ils soient capables de donner aussi le maximum, et tout pour réussir. Donc c'est des sacrifices. Mais donc voilà, donc on a une ambition sportive, c'est d'amener des joueurs et des joueuses au plus haut niveau. Mais quand on dit le plus haut niveau, c'est dans le top 20 mondial, voire dans le top 10 mondial, et de gagner des gros tournois, des WGC chez les gars, des majeurs et tout. Donc ça, c'est une ambition sportive pure.
Après, il y a une deuxième ambition qui est aussi en route, mais avec les Jeux Olympiques qui sont un bon marqueur, c'est de réussir en fait notre transition écologique. J'en parlais tout à l'heure. C'est super important pour la Fédé et pour les golfeurs aussi de comprendre que en fait on va pas pouvoir, pour plein de raisons qui sont des raisons tout à fait euh, non seulement louables mais évidentes, on va pas pouvoir continuer à arroser les golfs toute l'année comme on le fait parce qu'il y a de moins en moins d'eau. On va pas pouvoir continuer à traiter toutes les zones des golfs, les greens, les fairways, les roughs, les départs, parce que en fait, tel qu'on l'a fait, parce que d'abord il y a une réglementation qui empêche d'avoir plein de produits qui sont des produits phytosanitaires, chimiques, et il faut que ça devienne de plus en plus organique. Et on doit préserver la flore, on doit préserver la faune sur les parcours. Donc il y a cette partie-là. Et derrière, ça veut dire que l'agronomie, en fait, de certains, enfin de tout ce qui est sur les golfs, elle doit évoluer justement pour pouvoir avoir des gazons qui consomment moins d'eau, des gazons qui n'ont pas besoin, qui sont plus résistants, qui sont moins sujets aux maladies, aux champignons. Donc ça, c'est un sujet qui est super important, dont tout le monde n'a pas forcément conscience de cette importance-là, parce que il va falloir que euh, les mentalités ou les besoins ou les envies changent un petit peu et que on accepte, comme ça se passait dans le temps, que l'été les fairways sont un peu jaunes, que le golf c'est pas que du vert, il y a aussi des zones qui doivent être des zones qui sont un peu moins traitées. Donc ça c'est un véritable enjeu et c'est cette transition écologique, on doit non seulement la mettre en œuvre, parce qu'on est en train de faire, on doit la réussir parce que il en va de la survie des golfs, de certains golfs, et surtout du jeu. Donc, il faut que si on veut continuer à jouer dans des bonnes conditions, pouvoir faire du sport, pouvoir avoir des parcours qui sont toujours au top, il va falloir qu'on réussisse cette transition écologique. Puis, à la limite, je dirais le troisième enjeu, mais qui est un enjeu peut-être plus banal, c'est le développement de la pratique. C'est de se dire, en fait, on a des terrains qui vont continuer à être jouables, on va avoir des champions. Faut qu'on ait de plus en plus de joueurs parce que c'est une filière qui mérite et puis c'est une filière qui doit grossir quoi. Si on stagne, c'est pas forcément du progrès. Donc plus de jeux, donc ça veut dire potentiellement peut-être plus de parcours, plus de structures. Ça veut dire que tout le monde, les équipementiers, le tourisme golfique, tout ça, ça va. C'est assez lié en fait à ces enjeux, mais c'est plus des enjeux de fond et tout. Alors après, on peut se donner des objectifs chiffrés. On dit voilà, on a 437 000 golfeurs. On va, si on continue comme ça, les 500 000, faut qu'on les atteigne super vite. Mais est-ce que voilà, 2024, 500 000 golfeurs, c'est un objectif qu'on peut se donner. Mais c'est un objectif chiffré, mais qui est moins, qui est plus dans la durée, je pense, parce qu'il s'arrêtera jamais. Ouais, il y aura forcément une évolution et puis, comme tu dis, c'est un objectif chiffré, mais je pense que vous n'êtes pas la seule fédération à se dire que 2024 va pouvoir Ouais. aider à augmenter le nombre de licenciés. Ouais. Donc je pense que c'est aussi dans la qualité de service, comme tu l'as mentionné plusieurs fois pendant notre échange. Merci beaucoup, Olivier. On a toujours une petite section à la fin de notre podcast qui dénote un peu, c'est plus inspirationnel, c'est savoir si toi dans ton parcours, ou bon peut-être lié au golf d'ailleurs, est-ce que tu as des films, séries ou livres à nous conseiller pour continuer à se documenter sur ce sujet ou sur d'autres sujets, d'accord? D'ailleurs, parce que on reste des gens ouverts. Des livres de golf ou Ah, ce que tu veux, ce que tu de veux. ma vie à moi. On ne bride pas le message. Non, mais je sais pas, des livres de golf. Ouais, j'en ai
j'en ai lu plein. Alors, tout bien, le dernier, les miscellanées du golf, là, c'est sympa parce qu'il y a plein de petites anecdotes qui permettent de briller dans les conversations. Donc, c'est sympa, c'est un livre de Georges Jeannot. Mais sinon, non, mais moi, ouais, moi, j'aime bien, alors c'est vraiment ma vie perso, j'aime bien les bouquins, j'aime bien la lecture, les livres qui m'ont frappé dans ma vie, je sais pas, ouais, comme peut-être quand j'ai lu L'écume des jours à 14 ans en pension, la première fois que tu te dis tiens c'est un livre, c'est plus Jules Verne ou Claude Dessin et ça te fait un peu réfléchir, quoi. Mais peut-être que c'est comme je sais pas les particules élémentaires aussi, c'est des livres qui font un peu réfléchir, qui sont sympas à l'époque. Enfin ça m'avait il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Shantaram, c'est un bouquin australien, un Australien qui justement va vivre en Inde. J'aime bien l'Inde, j'aime bien aller là-bas, j'aime bien ce pays, j'aime bien cette civilisation et tout. Donc voilà, la musique, je sais pas, ouais, des Miles Davis, ouais, pareil, c'est un peu des chocs ça quand ça arrive entre quand t'aimes un peu, je sais pas, la musique que j'aimais quand dans les années 75-80 et puis tout d'un coup on m'a fait un peu découvrir le jazz, Miles Davis. Les films, faut plus demander à ma femme parce que elle va beaucoup plus au cinéma, elle est beaucoup plus cinéphile que moi. Les séries, j'en regarde très peu en fait, parce que je trouve ça, mais c'est vraiment purement perso, très très long. Et je trouve que en fait des séries de 12 épisodes de 56 minutes, ça peut faire un très bon film de 1h30. Donc quand je regarde des séries, c'est des séries courtes, peu d'épisodes et puis sur des thématiques courtes. Ça donne déjà quelques idées pour occuper certains auditeurs. Et j'ai une autre question pour toi, c'est quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se mettre au golf? Au jeu, Ouais. alors je lui dirais deux choses: de pas le faire tout seul, faire avec des potes, et de prendre des cours. C'est les deux trucs, je pense, qui vont permettre de progresser. Parce que le golf, on progresse toujours. C'est ça qui est bien. Le golf, c'est que quel que soit l'âge ou la durée de pratique, on arrive toujours à essayer de s'améliorer un peu. Et Clint Eastwood qui disait ça, je crois quand il jouait un jour le programme de l'AT&T, qui a eu en ce moment du reste, et on me disait mais pourquoi à 80, je sais pas quel âge il avait, à 85 ans, vous continuez à jouer au golf? Parce qu'il dit parce que j'espère encore m'améliorer. Et je pense que toute sa vie, en fait, après un certain âge, on régresse, on perd en longueur, on perd en puissance, mais on essaie d'améliorer d'autres compartiments du jeu. Et donc c'est ce qui est fascinant au golf, c'est que au tennis, quand on n'a plus de jeu de jambes, quand on n'avance plus, quand on n'a plus de puissance et tout, ça devient nettement moins drôle. Et puis c'est difficile de dire je vais essayer de m'améliorer, je vais faire plus que des amortis parce qu'on va quand même renvoyer la balle. Au golf, on a cette notion de progrès tout le temps. Donc je pense que c'est important d'avoir un professeur au début pour justement apprendre à des bonnes bases et se dire je vais essayer de progresser tout le temps, et d'avoir aussi des amis parce que ça permet aussi de, au-delà de tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le côté sympathique, convivial et tout, et ça permet aussi de se challenger un peu et de s'étalonner et de se donner des petits objectifs entre potes. Donc ouais, moi les deux conseils, c'est avec pas seul et avec un pro. Après, tous les endroits sont bons pour se mettre au golf. Il y a toujours un endroit qui est adapté à ses besoins, à ses moyens et tout. Et puis après, la magie du golf, elle fait le reste, quoi. Une fois qu'on a touché à ce truc-là, je pense qu'il y a 90% des gens qui deviennent accros, quoi. Bon, je pense qu'on a le mot Et de la qui fin. finissent à la fédération comme moi.
Ouais, on va voir. Mais le problème, c'est qu'il y a peu de place à la fédération, je pense, par rapport Ah au... ouais, ouais, puis là, je vais pas la lâcher. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Olivier. C'était Ah, très agréable d'en savoir plus oui. sur ton parcours, sur la fédération. On va continuer de suivre ça. On a hâte de vivre les prochains événements en France. Je crois qu'il y a l'Open de France aussi qui Ouais, promet d'être fin septembre, ouais, assez beau. On commence à avoir de la communication autour là, dans les sur les rivières. réseaux, j'ai vu. Donc Ouais. c'est très chouette. On a hâte de suivre tout ça. Merci beaucoup, Olivier, pour ton temps et je te dis à très bientôt. À bientôt, merci David. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités, ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.